Bien, donc on va enchaîner donc sur une partie qui concerne l'aspect réseau, mise en réseau, création de réseau entre professionnels. Finalement, à entendre ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, ça paraît évidemment indispensable. Du fait même peut-être que chacun d'entre nous, mais chaque système, mais chaque dispositif a ses propres limites. Et du coup, il faut aussi penser toujours les choses en termes de réseau. Voilà, donc on avait fait ce choix de pouvoir discuter de ça et de la manière dont les choses se construisent. Alors, je vais redonner la parole à Christophe Herver autour du réseau Respect sur la région parisienne. Et puis ensuite, Myriam Rigart parlera du Camus et de son réseau. Donc oui, je vais vous parler du réseau Respect, donc réseau de soins psychiatriques et psychologiques pour les étudiants, dont je suis le président. Et peut-être pour démarrer, donc l'idée du réseau, déjà peut-être un petit constat que finalement on a tous fait, j'ai l'impression, vous écoutez tous aujourd'hui, et en tout cas qu'on fait beaucoup nous sur la région parisienne. Peut-être on va pouvoir échanger sur s'il y a des différences et qu'est-ce que vous constatez vous. Notre constat, en tout cas, sur la région parisienne, c'est qu'il y a un retard évident d'évaluation et d'orientation pertinente, hein, qui fait qu'il y a une difficulté d'accès aux soins vraiment patente, qui est donc, l'idée, c'est que ça crée tout ça, hein, une errance thérapeutique. On voit bien qu'il y a une aggravation petit à petit des troubles, une chronicisation qui souvent malheureusement s'accompagne après de comorbidités. Actuellement, on a beaucoup ça, hein, des prises de toxiques, des alcoolisations, notamment dans le cadre d'isolement des étudiants qui sont isolés actuellement dans leur chambre, crous, etc. Enfin, bon, on a dit plein de choses là qui résonnaient avec ce que je vis, ce qu'on vit dans nos consultations. Bien entendu que le risque derrière, hein, de ces retards, hein, d'évaluation et d'orientation sur des structures pertinentes, eh bien, c'est le risque suicidaire. Et puis, évidemment, il y a un gros impact social. En regard de ça, il y a sur le plan des structures, hein, des structures qui peuvent en aval accueillir, eh bien, il y a des problèmes de place. Ça, bon, je ne vais pas insister là-dessus, hein, c'est presque structurel. Hein, mais des places aussi peut-être spécifiquement dédiées aux étudiants et des consultations un petit peu aussi un peu spécialisées, notamment de semi-urgence, hein, c'est ce qu'on constate, et par exemple de psychotraumatisme aussi, des spécialités comme ça qui pourraient être un petit peu plus développées pour les jeunes. Et puis, il y a une absence spécifique, hein, d'accueil spécifique dans les consultations, dans certaines consultations hospitalières, et puis donc, pour accueillir les jeunes, hein, un manque de visibilité certain, ça c'est sûr, et puis un manque alors, de culture de réseau, voilà, que nous on essaye à notre petit niveau, respect, hein, que je vais vous présenter, de faire bouger. Hein. Tout ça conduit donc à une difficulté d'accès aux soins et c'est d'autant plus problématique que, comme vous le voyez, comme vous le savez tous, eh bien quand même 75% des pathologies psy de l'adulte émergent avant l'âge de 24 ans. Ça devrait donc être nécessairement et indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui, une priorité voilà, pour les pouvoirs publics. Alors, quelles seraient les nécessités aujourd'hui que nous on relève quand on discute dans le cadre de notre réseau? Ce qui revient régulièrement, ce sont ces 4 thématiques sur lesquelles on discute, hein, qui ont été aussi évoquées, hein, notamment par Patrick Skehan ce matin, enfin cet après-midi. Hein, c'est de déstigmatiser, bien entendu, la psy. On croit que c'est assez, voilà, il y a eu des gros progrès. Eh bien, finalement, on se rend compte que pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça, c'est ce qui fait, bien sûr, qui participe du retard de l'accès aux soins, c'est-à-dire de promouvoir hein, que d'aller voir le psy, eh ben, c'est une démarche qui peut être beaucoup plus, on va dire, banale hein, que ce qu'elle ça l'est pour le moment. On travaille beaucoup aussi sur cette notion de décloisonner les structures, alors décloisonner les structures entre elles et des structures spécialisées, puis décloisonner, bien sûr, la médecine de ville, enfin les structures, on va dire, institutionnelles et la médecine de ville. Et là, il y a un gros travail à faire, notamment avec la médecine générale, hein, pour peut-être être, nous, hein, structure de soins plus accessible, hein, plus répondante hein, à ces médecins qui souvent sont en première ligne justement du repérage et de l'adresse hein, et qui cherchent à prendre des contacts avec nous et les structures ne sont pas forcément ouvertes facilement à ça. Il y
il faut innover. Il va falloir innover. On l'a vu de fait pendant la crise. Qu'est-ce que ça a créé? Notamment la téléconsultation. La télémédecine s'est développée énormément. On va dire que c'est une bonne chose. Il va falloir vérifier tout ça, encadrer, organiser, faire des retours d'expérience dessus, essayer d'élaborer. Mais évidemment qu'il y a tout un tas de nouveaux dispositifs à créer. Cet après-midi, moi, j'étais très intéressé d'entendre toute cette créativité qui est mise en place. Et puis, il faut favoriser, vous voyez, j'insiste, il faut favoriser vraiment, vraiment une culture de réseau, parce que si on ne travaille pas tous ensemble, si on n'arrive pas à s'articuler, à se coordonner, eh bien, ce qu'on constate, je le disais précédemment, c'est que pour cette tranche d'âge, tout particulièrement, je pense, eh bien, il y a comme ça une sorte d'errance qui peut s'installer. Ce sont des jeunes qui peuvent commencer un début de suivi dans un cadre précis, et puis ça va mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils décrochent un petit peu du dispositif, et puis on va les retrouver 6 mois plus tard dans une autre consultation, et il n'y a rien qui est coordonné, même pour eux, il n'y a pas de lisibilité claire de leur parcours, et ça, c'est vraiment un gros effort que je pense qu'on doit faire, nous, aux structures, de pouvoir se coordonner et s'organiser un petit peu mieux. Alors, cette coordination interprofessionnelle, bon, elle aurait l'avantage de renforcer l'articulation entre nous, et ça, c'est très, très... il y a encore un petit souci. Donc, un renforcement de l'articulation entre nous, une coordination. Alors, ce qui est très intéressant, c'est une complémentarité aussi, notamment avec les conseils locaux de santé mentale, en tout cas sur Paris, et ça serait très utile. Il y aurait la nécessité d'une amélioration des pratiques, de nos pratiques spécifiques auprès des jeunes au sein même de notre réseau, une meilleure connaissance mutuelle. Ça permet des échanges de pratiques, bien entendu, et des améliorations techniques. Et puis, et ça c'est très intéressant, on est de plus en plus sollicité, en tout cas pour Respect, en tant que ressources. Alors, ressources, je le disais tout à l'heure pour la médecine de ville, qui commence pas mal à nous repérer, pour la psychiatrie aussi générale, c'est-à-dire non spécifique, on va dire, les secteurs de psychiatrie générale, la psychiatrie d'adulte, non spécifique de la prise en charge des jeunes adultes. Et puis les mairies aussi, beaucoup, qui commencent notamment, donc je le disais, par rapport aux conseils locaux de santé mentale, à nous solliciter de plus en plus. Les associations d'étudiants, les dispositifs de pairs aidants, et puis les dispositifs type Nightline, qu'on soutient vraiment, effectivement. Moi, je partage tout à fait cette nécessité de développer ça et de les aider au maximum, notamment, par exemple, au relais étudiants lycéens, donc, que je présentais ce matin à la Fondation. On fait de la supervision, alors individuelle, pas la supervision de groupe, parce qu'évidemment, ces pairs aidants ont besoin d'être soutenus, mais ça a été dit effectivement cet après-midi aussi dans les dispositifs, c'est absolument primordial. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que, comment dire, développer un réseau, bien entendu, le travail de réseau entre professionnels, ça facilite, c'est une évidence, le parcours de soins. Et dans cette facilitation, il y a ce qui est intéressant, c'est j'allais dire, je pourrais plus encadrer plus particulièrement le dernier item là dans le petit listing là, c'est-à-dire d'assurer l'arrivée sur la structure d'aval. Trop souvent, on se contente de donner une adresse. Et enfin, en tout cas, on peut voir ça, où il y a des plateformes qui se créent et qui, sur quelques entretiens, finissent par donner une adresse plus ou moins pertinente, mais surtout qui ne vérifient pas que le jeune a pu accéder, a pu avoir une place rapidement, et le jeune se retrouve avec une adresse, et il n'y a pas de suivi de cette orientation, et ça, c'est vraiment dommageable, et c'est là qu'on voit beaucoup de pertes dans l'orientation et dans l'adressage, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. Alors, par exemple, je ne l'ai pas mis là, mais il y a des dispositifs que nous, on développe à la Fondation, qui sont des dispositifs dits de case management, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont vraiment des dispositifs de suivi, un petit peu de bout en bout du jeune, de son parcours, pour vérifier qu'il est bien été, qu'il a trouvé, qu'il a été bien accueilli, que ça lui convient surtout, comme cadre d'écoute et d'accueil, et de manière à ce qu'il ne perd pas de temps lorsqu'il est prêt, lorsqu'il désire être aidé, qu'il puisse trouver une réponse adéquate, rapide et pertinente.
Et puis, il y a tout l'aspect sensibilisation, formation, je marque, renforcement d'expertise des acteurs de première ligne qui ne sont pas, on va dire, qu'on pourrait dire, pas spécialisés dans la psychiatrie, en tout cas du jeune adulte. Et ça, c'est très intéressant. Les infirmières, même les infirmières de ville, les psychologues scolaires, hein, qui nous sollicitent. Enfin, bon, les médecins généralistes, je l'ai déjà dit. Voilà. L'idée étant toujours de lutter contre, on va dire, le décrochage des études, en tout cas quand on parle des étudiants, hein, et puis d'améliorer eh bien, ce repérage et cette orientation pertinente. Voilà. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur Respect, peut-être on pourra échanger là-dessus. Ça, c'est toutes les structures partenaires. Et puis ça, c'est le rappel un petit peu de nos diverses actions. Donc, comme je le disais, faciliter les liens entre les structures de soins, développer des projets, des dispositifs innovants, améliorer l'articulation des soins, sensibiliser aux problématiques spécifiques des étudiants, ça c'est vraiment important hein, pour travailler sur cette question de la stigmatisation et promouvoir une prévention efficiente. Bah oui, ça c'est sûr que ça va passer par là aussi. Voilà, merci. Bah, je trouve que c'est très synthétique et très important, tous les éléments que tu as pu rappeler. Est-ce qu'il y a des réactions des uns et des autres ou pas? Non. Euh, on enchaîne peut-être sur Myriam ou tu veux que je fasse un petit commentaire moi-même? Moi, je vais peut-être prendre deux mots Oui. la parole parce que finalement, ce que j'avais envie de dire à ce sujet-là est tout à fait en phase et en continuité avec ce que Christophe, tu viens de nous présenter là, de manière là aussi assez synthétique pour donner un peu la philosophie et les grandes lignes, quoi, les principes finalement. Et c'était un peu de ça dont moi je voulais parler, c'est quels sont les principes qui guident notre façon de faire réseau et de créer du réseau. Quand tu dis déstigmatiser, décloisonner, innover, culture réseau, j'ai l'impression que les MDA cochent un peu toutes les cases, ou en tout cas tentent de cocher toutes les cases, et je crois qu'elles sont vraiment à cette place-là. Et le premier mot qui me venait, effectivement, coopération, je pense que c'est ça, mais il faudrait vraiment mettre co-opération, que chacun a quelque chose à faire là-dedans et ensemble. Mais finalement, ce mot de coopération, il est très ancien, il a peut-être perdu de sa force, alors qu'avant il y avait un ministère de la coopération, hein, il y a bien longtemps, donc maintenant c'est les affaires étrangères, maintenant c'est étranger, mais avant c'était la coopération quand même. Donc il y a un premier principe effectivement qui me paraissait vraiment important, qui est la question d'arriver à fédérer. C'est-à-dire finalement qu'est-ce que c'est que fédérer? C'était que chacun accepte de se rassembler autour d'un projet commun, d'une idée assez commune, et que avec l'idée comme ça qu'on partage des valeurs finalement assez communes. Donc ça serait l'idée que la jeunesse devient un bien commun finalement, parce que c'est quand même comme tu l'as dit, du fait des risques ultérieurs, mais finalement c'est quand même une mission comme ça qu'on peut se donner comme très général de venir en aide et d'être à l'écoute et vigilant sur la manière dont ces jeunes évoluent, grandissent, etc. Ce projet commun, que chacun le partage, quoi. Voilà. Dans la culture réseau, effectivement, tu l'as souligné aussi, moi ça me paraît très important de décloisonner. Quand tu dis décloisonner, c'est notamment je dirais, la cloison privée et publique, quoi. Hein, donc là, il y a des clivages encore très importants de ce point de vue-là, et que alors que beaucoup de médecines de ville sont tout à fait prêts à participer à des missions publiques et que les services, on va dire, dits publics, acceptent tout à fait aussi de travailler avec des acteurs de ville ou dits libéraux. Voilà. Et donc ça me paraît tout à fait possible, mais bien souvent, notamment dans le champ de la psychiatrie, je suis assez étonnant que dès qu'on parle de psychiatrie, on parle maladie psychiatrique et on parle hôpital. Voilà.
C'est très très souvent comme ça qu'on entend parler, alors c'est pour ça que je trouve très intéressant d'associer la question de la santé mentale, qui est beaucoup plus large, mais qui est également différente que la psychiatrie. Et un des éléments qui paraissait important en termes de principe dans cette culture réseau, c'est effectivement d'accepter qu'on est différent et de faire des différences. Parce que si on fait pas de différence, il n'y a pas de raison trop de travailler ensemble. On est plus dans une logique comme ça, éventuellement compétitive, concurrentielle, etc. Et alors que la culture réseau, c'est tout à fait éloigné de cette dimension-là. Donc on est dans quelque chose vraiment d'une culture très différente qu'une culture qu'on pourrait dire presque hégémonique ou capitalistique, monopole, etc. Ça renvoie à ce qui a été dit, à mon avis, très souvent au cours d'aujourd'hui, de la question de la limite, quoi. Faire des différences, c'est aussi reconnaître ses propres limites, les limites de son champ de compétences, etc. Les rencontres comme aujourd'hui ou d'autres rencontres sont effectivement, à mon avis, tout à fait essentielles pour se connaître. On voit bien, tu as parlé tout à l'heure de cette question de l'orientation. Certains disent adressage. Moi, c'est vraiment un mot que j'aime pas, donc je l'utilise pas. Je mets orientation, parce que dans adressage, il y a dressage, et ça, j'aime pas. Mais bon, orientation, oui. Si on connaît pas et on se connaît pas, je pense qu'il y a de grandes chances pour que cette orientation n'aboutisse pas vraiment. Donc se connaître et pourquoi pas même s'apprécier, parce que je pense que ça joue aussi ça beaucoup, s'apprécier également en respectant les compétences, les qualités, les limites de chacun, etc. Et ça, si on n'a pas l'occasion de se rencontrer et de se connaître, c'est quand même bien compliqué. La question de la différence, elle me paraît essentielle aussi, et là, tu parlais de l'articulation, c'est quelque chose qu'on souligne bien sûr très souvent, de la nécessité que les choses soient articulées. Là encore, ça passe par le fait d'avoir fait un travail de différenciation alors tout à l'heure je disais entre le champ par exemple de la santé mentale ou de la psychiatrie. Par exemple ici, je crois qu'en MDA, la maison d'adolescents a beaucoup ce rôle-là, à un moment donné, de repérer qu'il y a par exemple des troubles manifestes qui sont plus anciens, qui sont pas isolés, qui sont pas passagers, on pourrait dire quelque chose comme ça, et qui sans être une maladie psychiatrique, sont suffisamment inquiétants, durables, et qui nécessitent une intervention, je dirais, plus spécialisée par exemple. Voilà. Mais c'est aussi faire la différence entre le champ éducatif et le champ thérapeutique. C'est faire la différence entre la question de la protection et la question du soin. Des fois, on peut être pris dans des rôles comme ça assez différents, il faut signaler, il faut soigner, voilà. Donc cette question comme ça de la différence sous-tend à mon avis beaucoup cette question de l'articulation, voilà. Et si on fait pas ce travail-là, je pense que la question le réseau, ça devient vite une usine à gaz finalement, où ça marche pas, où ça, voilà. Et donc c'est à mon avis sur cette base-là que la facilitation de l'accès aux droits et aux soins est vraiment opérante. Et puis alors, tu parlais de case management. Moi, j'ai pas trop étudié cet aspect-là, mais ça me faisait penser à nous. On appelle ça un peu autrement. Maintenant, on appelle ça accompagnement filé. C'est notre façon de dire, c'est-à-dire surtout si le jeune ou la famille le souhaite, de rester en contact de manière plus distante, mais de voir un peu comment, de loin en loin, comment ça évolue, et toujours en tout cas effectivement de se donner les moyens d'évaluer ce qu'il devient et ce que devient cette orientation.
Ça, effectivement, comme tu dis, dans la logique comme ça de parcours, ça me paraît assez essentiel. Voilà, c'était à la fois commentaire et à la fois les propos que moi je pensais importants à souligner par rapport à cette question du réseau, et effectivement du coup qui nous concerne, MDA, qui nous concerne vraiment fortement, parce qu'on est vraiment, je pense, à cette place-là. Certaines MDA d'ailleurs sont presque essentiellement là-dedans et moins dans l'accompagnement. D'autres font un peu plus de choses, comme nous par exemple, mais personne ne fera jamais tout non plus. Myriam, je te cède un peu la parole. D'accord. J'enchaîne sur le Camus. Ouais. Donc je vais m'appuyer un peu sur la richesse des échanges que nous avons depuis ce matin, parce que je pense que c'est quand même assez remarquable tout ce qu'on a déployé depuis ce matin. On déplie bien comment il y a une spécificité par rapport à la population étudiante. Donc je vais présenter le Camus parce qu'il a quelques particularités. Je vais peut-être essayer d'expliquer un petit peu comment nous travaillons. Ça me permettra un peu de faire un écho par rapport à la présentation de Christophe Ferveur sur le travail qui est réalisé au relais lycéen. Étudiants. Je vais présenter les choses sur deux plans. D'abord, je vous présente peut-être les choses de manière un peu fonctionnelle et ensuite, je vous présenterai un petit peu plus les choses sous l'égide du réseau. En tout cas, j'utiliserai pas le terme de réseau, je crois. Je préférerais plutôt souligner la question des interfaces professionnelles. Voilà, alors le Camus, c'est le centre d'accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg. J'en assure la direction médicale depuis 2013. Et on peut passer la dia suivante. C'est une structure qui est une des structures de la Fondation Santé des étudiants de France, qui est peut-être pas très bien connue dans le Grand Est, mais qui a un certain nombre de structures et des cliniques avec des lits d'hospitalisation dans différentes villes de France, en particulier à Paris, et quelques structures ambulatoires. Et contrairement à ce que son nom indique, parce qu'il y a le mot étudiants dans la fondation, la plupart des personnes prises en charge par la Fondation Santé des étudiants de France sont plutôt des lycéens, parce qu'ils sont la majorité sont plutôt lycéens, et pour quelques structures on est tourné vers les études supérieures. Le Camus, c'est une structure particulière parce qu'il est appuyé, ancré, il a des racines très fortes parce qu'il y a des partenaires historiques, et je vais essayer de vous expliquer ça. Alors sur le plan statutaire, on est un BAPU, c'est un bureau d'aide psychologique universitaire. Il y a, je crois, à peu près une vingtaine de BAPU en France, et il y a une hétérogénéité de fonctionnement des BAPU. D'ailleurs, on se connaît assez mal entre BAPU, mais moi je vais vous présenter notre BAPU avec ses singularités. Je crois qu'on peut d'emblée dire que le Camus est un BAPU avec ses singularités. Il a été créé en 1996. À l'époque, donc Michel Patrice était chef de service d'un des deux services de psychiatrie d'adultes à l'hôpital universitaire de Strasbourg. Et quand la Fondation Santé des étudiants de France a souhaité créer une structure localement, ça a déjà répondu à un certain besoin. C'était il y a 25 ans, il y avait déjà un fort besoin par rapport à la population étudiante. Il a ouvert ses portes en 96 et il est en évolution constante et on a intégré un certain nombre de mutations, et en particulier en 2020, parce qu'en 2020 on a grossi subitement du fait de la crise sanitaire, et puisque tout à l'heure on avait des chiffres et qu'on nous disait que il y avait un psychologue pour 30 000 étudiants en France actuellement, et le Camus c'était ça, on avait un psychologue pour 30 000 étudiants en 2019, et en 2020 on a 2 psychologues pour 30 000 étudiants. Voilà. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a on a augmenté nos capacités
d'accueil des étudiants grâce à ces augmentations de notre équipe. Il y a, pour vous donner une idée, il y a 0,8 équivalent temps plein de psychiatres. On était en 2019 à 2,3 équivalent temps plein de psychologues. On est en début 2021 à 4,2 équivalent temps plein de psychologues. Donc on a de meilleurs moyens, mais on a toujours 0,8 équivalent temps plein de psychiatres. On a de meilleurs moyens parce que la crise sanitaire a mis en lumière les besoins d'aide psychologique des étudiants, et il y a eu du répondant, et ça c'est vraiment important du côté des partenaires, mais aussi des décisions politiques aussi qui suivent par rapport à ces besoins-là. Donc pour expliciter un petit peu la question des partenaires, comment fonctionne le CAMU, il y a un partenariat avec l'Université de Strasbourg, avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg et avec le rectorat, qui sont les trois partenaires historiques qui ont contribué à la fondation du CAMU en 1996. C'est un partenariat qui est toujours d'actualité, qui est toujours très engagé. C'est nos partenaires historiques, même s'il y a peut-être des déséquilibres qui se sont installés, puisque le lien avec le rectorat est devenu plus symbolique, alors que le lien avec l'université de Strasbourg s'est considérablement renforcé, avec davantage d'appui, de moyens. Il y a vraiment un enracinement très fort du côté de l'université, et ça nous met dans une complémentarité avec, en particulier avec le service de santé universitaire, hein, avec qui il y a des intrications qui sont quand même très étroites. Dia suivante. De fait, dès notre création, on a été accueillis au sein des locaux du service de santé universitaire. C'est là que le CAMU se trouve. Donc ça, c'est un point qui est important parce que on est 6 rue de Palerme. Alors, je vais peut-être le préciser pour les personnes qui connaissent peut-être moins Strasbourg. Strasbourg, c'est une ville étudiante. Il y a beaucoup d'étudiants à Strasbourg. On est à peu près, je crois, à 65-66 000 étudiants cette année, ce qui, par rapport à la taille de la ville, est quand même assez important. Étudiants, grandes écoles, tous les post-bac, hein, avec évidemment une grande majorité de ces étudiants qui sont inscrits à l'université ou inscrits dans les écoles qui ont un contrat de site avec l'université. Donc une grande population étudiante, et on a un campus universitaire, l'Esplanade, qui est central, et donc le CAMU est dans les locaux du service de santé universitaire, à grande proximité du campus principal, là où la plupart des étudiants étudient. Donc ça, c'est un point qui est important. Ce qui est important aussi, c'est de situer que c'est une ville à taille humaine. On circule quand même très facilement d'un coin à l'autre de la ville. On va très facilement du CAMU vers l'hôpital ou vers un autre coin de la ville. Enfin, c'est cette proximité. Et je pense qu'il y a des particularités qu'il faut souligner par rapport à d'autres grandes villes. C'est pas comparable par rapport à Lyon, Marseille, encore moins Paris, bien entendu. Hein. Donc notre taille urbaine est précieuse. Dia suivante. La particularité du CAMU, c'est donc la proximité par rapport au campus universitaire principal. Ça, c'est un atout majeur. Les étudiants peuvent sortir de leur amphi, faire quelques centaines de pas et être en consultation, puis revenir dans les amphis quand on n'est pas en période de crise sanitaire. La proximité, c'est vraiment un atout. La confidentialité, hein, parce que les consultations, évidemment, sont confidentielles, mais pas anonymes. Elles sont confidentielles. Je crois qu'il ne faut pas confondre entre confidentialité et anonymat. Mais c'est surtout confidentiel de venir dans les locaux, parce qu'on rentre et on sort des locaux relativement facilement. Il y a plusieurs raisons de rentrer dans ce bâtiment, donc il n'y a pas, par rapport à la stigmatisation, il y a pas, il y a une discrétion par rapport au fait de venir à la consultation. Et c'est un lieu qui est dédié aux étudiants. Donc c'est vraiment, on circule. Enfin, c'est un peu comme la MDA en fait, hein, en termes d'ambiance, c'est-à-dire on rentre, on sort, il y a
il n'y a pas de tension psychique hein, par rapport à cette question-là. Il y a une convivialité intéressante. Enfin, le fait d'avoir un lieu dédié à proximité du campus, discret, confidentiel, c'est vraiment des atouts pour l'accessibilité aux consultations. Et ce sont des consultations sans avance de frais. Donc là, par rapport à la question de la précarité ou des freins financiers à la consultation, on efface complètement cette problématique-là. L'étudiant, il doit être à jour de sa sécurité sociale et il doit avoir une inscription dans une école ou dans une université, et à partir de là, il bénéficie des consultations sans avance de frais. Elles seront directement facturées au service de sécurité sociale. On y reçoit, c'est un lieu d'études qui est potentiellement accessible aux lycéens majeurs également, mais en pratique, enfin, les lycéens majeurs sont quand même plus tournés vers les autres structures d'accueil, et je pense vers la MDA plutôt. Enfin, ils viennent assez peu chez nous, et c'est assez peu pertinent. Exceptionnellement, on reçoit des étudiants quand ils sont mineurs, parce qu'il y en a quelques-uns qui arrivent avant la majorité dans le lieu d'études, et ils peuvent accéder aux consultations. Voilà, alors notre équipe est constituée de psychologues et de psychiatres, hein, je mentionnais la proportion, avec 4,2 équivalents temps plein de psychologues et 0,8 équivalents temps plein de psychiatres actuellement effectifs. Et on a aussi une assistante sociale du Crous qui intervient une demi-journée par semaine, et ça va être un point important, parce qu'il y a parfois un déploiement de questions des difficultés sociales qui peuvent se faire en interne au sein du CAPMU. Les étudiants vont arriver, ils vont pouvoir bénéficier de consultations. Idéalement, il y a un espace de quelques consultations qui s'ouvrent, et soit on va vers un dénouement de la situation, soit les étudiants vont avoir besoin de continuer d'avoir une suite, hein, et après, comme vous le mentionniez tout à l'heure. Et dans ce cas-là, on essaie d'envisager une orientation, soit vers une structure de soins, soit vers le réseau libéral. C'est sans doute quelque chose que l'on doit essayer d'améliorer encore, hein, ces interfaces pour l'orientation pour l'aval, parce que là on n'est peut-être pas encore dans une situation optimale par rapport à ces questions-là. En revanche, on a des possibilités d'assurer des suivis en interne. On avait un seuil symbolique avant, comme on a changé de statut administratif par rapport au fonctionnement administratif, etc. Avant, on avait systématiquement 6 premières consultations qui étaient sans avance de frais auprès de la sécurité sociale, et ensuite on faisait une entente préalable auprès de la sécurité sociale qui ne posait aucun problème administratif, hein. On faisait l'entente préalable et le suivi pouvait continuer. Maintenant c'est plus fluide parce qu'on est rentré dans un autre mode de financement au niveau de la sécurité sociale, et donc on n'a plus cette démarche administrative à faire. En pratique, ça change pas grand-chose. On a à peu près 15 à 20% des étudiants qui bénéficient d'un suivi plus prolongé au-delà d'un seuil de 6 consultations, qui peut être un suivi aussi longtemps que nécessaire. Dia suivante. Voilà, alors ce que je voudrais souligner, c'est que la plupart de notre activité, c'est une activité de consultation, hein. Ce sont des consultations sur rendez-vous, je vais essayer de déployer un petit peu la question du parcours de soins tout à l'heure, et de discuter de la question des interfaces dans le même temps, donc je vais pas m'attarder beaucoup sur cette dia, mais la plupart de notre activité, c'est une activité de consultation, avec un travail interne au CAMU, de discussion entre professionnels pour penser à toutes les facettes, hein, par rapport aux études, par rapport à la situation sociale, le fait qu'une assistante sociale assiste à nos réunions de service. Il y a aussi une infirmière du service de santé universitaire qui assiste à nos réunions de service pour travailler un peu la question des interfaces, de ce que propose le service de santé universitaire et de ce que nous proposons. Donc la principale activité, c'est cette consultation individuelle avec ce que ça implique. J'y reviendrai tout à l'heure. On peut passer à la dia suivante, mais au-delà de cette consultation individuelle, qui veut quand même dire que l'étudiant puisse venir, hein, il y a cette dimension de aller vers, et on
développe. On a la possibilité de développer comme ça des projets. Il y en a quelques-uns qui ont vraiment été extrêmement riches. Et la création des étudiants relais, c'était une des premières modalités de cette aller vers les étudiants, avec ce qui a été présenté cet après-midi. C'est une des facettes du Camus en articulation avec le SSU, le Crous et ce qui se passe dans les cités universitaires. Dia suivante. Et la troisième petite particularité clinique du Camus, c'est qu'il puisse aussi faire l'objet, à certains moments, de pouvoir être un espace de déploiement de projets spécifiques. Et en particulier, là aussi, depuis 2014, on a développé 4 quarts. Alors 4 quarts, c'est 4 quarts pour Camus, troubles des conduites alimentaires et restaurants universitaires. C'est un projet qui est assez parlant, je trouve, parce que il s'appuie un peu sur la richesse du Camus d'être à l'interface entre réseau université et hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il se trouve que les troubles des conduites alimentaires, c'est une pathologie émergente à l'adolescence et assez fréquente chez les étudiants. Aux hôpitaux universitaires, il y a un service dédié pour les troubles des conduites alimentaires en particulier, où après des hospitalisations longues, la question de la réinsertion dans les études, poser des questions, soulever des difficultés. Inversement, l'accès aux soins, quand les étudiants ne veulent pas rompre avec les études pour se dédier aux soins, poser aussi des difficultés. Donc ça marche dans les deux sens. Et à partir de ces difficultés-là, on a souhaité déployer un projet spécifique qui est particulièrement adapté aux troubles des conduites alimentaires, parce qu'on sait que dans cette problématique-là, notamment, c'est pas la seule, mais notamment le fait de pouvoir déployer des soins pluriprofessionnels, coordonnés, structurés, avec des passerelles possibles entre soins ambulatoires, soins hospitaliers, hospitalisation complète, hospitalisation de jour et ensuite réinsertion. C'est assez emblématique, la question des troubles des conduites alimentaires. Et donc on a pu déployer ce projet pour proposer des soins de proximité sur le campus universitaire de l'Esplanade, quelque chose qui s'apparente à ce qu'on peut faire en CATTP dans les services hospitaliers, puisqu'on peut proposer des consultations pluriprofessionnelles avec un accompagnement sous forme de repas thérapeutiques au sein d'un restaurant universitaire pour une cohorte d'étudiants qui sont suivis. 4Car arrive à faire une niche, c'est très compliqué, parce que les financements viennent un peu au compte-gouttes, et donc toutes les fins d'année, on nous apprend que oui, ça va pouvoir continuer, mais c'est pas très confortable. Mais ça existe depuis 2014, on rentre dans notre 7e année d'exercice. On est entravé par la fermeture des restaurants universitaires du fait de la crise sanitaire, mais ça continue de fonctionner, et c'est d'autant plus pertinent que dans le contexte de la crise sanitaire, les troubles des conduites alimentaires ont plutôt tendance à s'être aggravés. Donc on voit une augmentation de la demande de soins pour les troubles des conduites alimentaires actuellement, depuis quelques mois. Je suis pas la seule à le dire, au sein du réseau de la Fédération française d'anorexie boulimie, on constate tous dans tous les hôpitaux que la problématique a tendance à s'aggraver. Donc ce qui est intéressant avec 4Car, c'est que c'est assez illustratif de l'interface entre le libéral et l'hôpital. C'est comme une pièce de puzzle supplémentaire, comme mode d'entrée pour des soins hospitaliers et mode de sortie pour des étudiants qui ont été hospitalisés longuement et qui doivent être bien accompagnés dans le soin au moment où ils se réinsèrent dans les études pour réussir leur réinsertion dans les études. Voilà ce que je souhaitais vous proposer pour expliciter un petit peu les principales offres, un peu activités du Camus. Maintenant, je voudrais reprendre un petit peu les choses sur un autre mode, si je peux encore prendre 5 minutes, j'espère. Parce que c'est toute la question des interfaces professionnelles. Et en fait, ce que je trouve intéressant par rapport à notre structure, c'est qu'on va pouvoir, moi je vais pouvoir un peu vous dire comment ça fonctionne et comment les interfaces professionnelles se déplient aussi à partir des besoins et du réseau existant. Donc à partir comme ça, si on déplie un petit peu le parcours des étudiants, on voit
voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont assez parlantes. Comment les étudiants ils arrivent au Camus? Alors ils en entendent pas mal parler parce qu'on a un site internet, on a une campagne d'affichage dans les lieux que fréquentent les étudiants. Ils sont susceptibles d'avoir des informations par mail via l'université, etc. Donc le Camus est relativement connu. Parce que ça fait partie des informations qui sont données aux étudiants à tout moment de leurs études, mais en pratique, c'est pas comme ça qu'ils arrivent, c'est plutôt au moment où ils sont en difficulté et au moment où ils vont parler de leurs difficultés à quelqu'un que le fait de pouvoir accéder au Camus commence à prendre sens. Hein. C'est le fait d'avoir connu l'existence du Camus, de savoir que ça existe, on leur a présenté l'existence du Camus à un moment donné, c'est au moment où ils en ont besoin et que peut-être que quelques autres renforcent un peu l'idée que ça peut être une ressource possible, c'est à un moment donné, ça prend sens. Donc ils peuvent venir d'eux-mêmes, ils peuvent faire la démarche eux-mêmes, c'est sans doute la grande majorité des situations, mais ils peuvent être aussi orientés par les professionnels qui connaissent l'existence du Camus, qui connaissent très bien, donc les étudiants relais, on en a parlé, les médecins du service de santé universitaire, qui font les visites de médecine préventive et qui, quand ils identifient une difficulté psychologique ou psychiatrique, orientent vers le Camus, les professionnels du Crous, les professionnels de la mission handicap, les équipes pédagogiques qui connaissent bien aussi l'existence du Camus, qui parfois peuvent être en amont d'une démarche de soins, et parfois aussi par le réseau professionnel, puisque les consultations externes des hôpitaux ou les CMP sont susceptibles aussi d'orienter les étudiants vers le Camus. Alors ça, c'est peut-être une parenthèse que je peux ouvrir. Ça, c'est peut-être un peu quelque chose à double tranchant, parce que théoriquement, le Camus, c'est plutôt quelque chose qui se trouve en amont. On a plutôt comme vocation et comme mission première de prévenir l'aggravation des difficultés psychiques, de favoriser la réinsertion. Donc on est plutôt en amont de difficultés graves. Quand il y a des pathologies qui vont être durables, le réseau professionnel sanitaire est plus approprié en termes de capacité d'accueil. Enfin, l'idée, c'est d'être un peu fluide dans les parcours, et l'enjeu, c'est que quand il y a des personnes qui ont une pathologie qui va nécessiter un suivi durable, que ce soit plutôt en médecine de ville ou en CMP que les personnes soient accueillies. En revanche, quand c'est transitoire ou quand il y a des questions d'interface avec l'université pour l'insertion dans les études, là il y a une vraie pertinence à ce que l'on intervienne. Les étudiants sont reçus soit par un psychologue, soit par un psychiatre en consultation, et on a une réorientation interne quand, par exemple, un de nos collègues psychologues est en difficulté par rapport à une suspicion d'un état mental qui relèverait d'un avis médical ou d'une décision médicale telle qu'une prescription médicamenteuse, par exemple. Alors on utilise les ressources en interne, les psychiatres de la structure peuvent être sollicités. On peut décider de faire des co-suivis, il peut nous arriver de déployer ces questions-là. Et s'il y a une difficulté sociale, l'assistance sociale du Crous va intervenir. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est aussi très rapide de solliciter l'avis de l'assistante sociale. Et en réunion, c'est aussi très intéressant d'avoir l'avis des assistantes sociales sur les situations que nous discutons, parce que nous, thérapeutes, on a parfois tendance elles nous le rappellent souvent, ils ont bien raison, à omettre que certaines aides sont possibles et qu'il faut savoir réévaluer les situations sociales en fonction de l'évolution de la situation. Ça, c'est un point qui est important. Il y a différentes interfaces qui vont s'ouvrir par rapport à la question de l'insertion dans les études. Parfois, les étudiants sont en doute par rapport à la filière qu'ils ont choisie, qu'ils souhaitent réviser un peu leur positionnement. Dans ce cas-là, il y a l'interface avec l'espace Avenir, qui est un centre d'orientation interne à l'université. Parfois, il y a l'interface avec la mission handicap de l'université. Ça fonctionne dans les deux sens. La mission
Mission Handicap nous adresse des situations pour qu'on évalue pour les aménagements des études, et nous aussi on adresse à la Mission Handicap les étudiants en difficulté psychique pour aménager leurs études. Donc ça c'est intéressant. Ce matin on l'a évoqué, je crois que c'est tout un sujet parce que ça existe depuis une dizaine d'années, ça se déploie, ça soulève un certain nombre de questions, comment bien intervenir par rapport à ces questions-là, comment bien évaluer, c'est tout le travail des professionnels de Mission Handicap, mais il y a des éclairages cliniques qui sont parfois nécessaires pour les modalités de l'aménagement, ça nécessite aussi du temps, il faut aussi avoir des moyens par rapport à ça, et je crois que là il y a peut-être des choses qui pourront être rediscutées, par exemple dans ce contexte de crise sanitaire, et parce que il y a eu beaucoup de néo-bacheliers, parce qu'il y a eu beaucoup de situations un petit peu fragilisées, on a eu tendance à faciliter un petit peu, à essayer d'accélérer un petit peu les choses par rapport à la mise en place des aménagements d'études, mais c'est un mode que je qualifierais un peu de dégradé parce que poussé par la situation sanitaire, mais qui nécessitera quand même qu'on reprenne le temps un petit peu de réfléchir, de déployer les choses le mieux possible par rapport à ces questions-là. En tout cas, c'est précieux parce que ça permet de maintenir l'insertion dans les études pour des situations qui sont fragilisées. Hein. Donc je rentre pas dans le détail parce que ça me prendrait trop de temps de tout ce qui est possible d'envisager comme type d'aménagement d'études, mais c'est quand même assez riche. Et de temps en temps, sur le plan social, on est amené aussi à se poser la question d'ouvrir un dossier MDPH. C'est beaucoup plus rare, mais je crois que ça mérite d'être mentionné, cette interface avec la MDPH. Ça paraît pas toujours évident pendant la durée des études, et pourtant, les professionnels de la MDPH nous le disent, et la Mission Handicap aussi. Attention, dans certains cas, ça peut être intéressant d'ouvrir un dossier MDPH parce que pour le déroulement d'un stage, un statut de reconnaissance de travailleurs handicapés peut faciliter les choses, et parce qu'on a des étudiants qui arrivent en fin de cursus et que la question de l'insertion professionnelle va se poser, que ça peut faciliter les choses. Donc ça, c'est les différentes interfaces que l'on va avoir, jusqu'à celles qui portent sur l'orientation à l'issue d'une ou de plusieurs consultations ou à l'issue d'un suivi, quand il y a des soins qui doivent encore se poursuivre. Alors je souscris assez à l'idée d'accompagner le mieux possible cette orientation et de cette question de soutenir l'orientation, parce que c'est pas simplement donner le nom d'une structure ou donner le nom d'un confrère. Peut-être que parfois il faut accompagner davantage cette orientation, surtout si la situation est fragilisée. Ça nécessite aussi quelques précautions. Il y a la question des urgences. Nous, notre interface avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, ça permet d'être vraiment très fluide. Les urgences et les consultations externes des hôpitaux universitaires de Strasbourg identifient très bien le CAMU, donc ça permet des mouvements en aller-retour. Il y a deux points comme ça qu'on peut souligner par rapport à la question des interfaces. Il y a celui qu'on a déjà pas mal évoqué avec le service de santé universitaire, parce que toute la question de la médecine préventive, de la prévention des risques festifs, de la prévention des addictions, toutes les interventions favorisant le bien-être et la prise en compte d'un certain nombre de difficultés sont grandement portées par le service de santé universitaire. Et donc l'intrication de nos services et la connaissance réciproque est vraiment précieuse pour cette collaboration. Et on a une interface qui est aussi un peu spécifique, mais que je voudrais quand même mentionner parce que je crois que c'est intéressant, peut-être aussi comme partage d'expérience avec d'autres structures, concernant évidemment il y a toutes les interfaces avec les consultations spécialisées au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais il y a une dimension qui est spécifique, qu'on a mis en place par nécessité il y a quelques années, parce que ça a à voir avec la prévention du suicide et la prévention des conséquences quand un événement dramatique se produit, et généralement quand il y a un événement si un étudiant commet un geste suicidaire et décède, ça génère comme ça au sein du monde étudiant quelque chose de très amplifié.
Et donc, à fort de ce qui a pu se passer dans l'une ou l'autre situation, on a appris un petit peu de nos expériences et on a choisi, dans ce genre de circonstances, il y a un mouvement qui se produit qui est très fort sur les quelques heures. Il y a une mobilisation comme ça très forte au sein du monde pédagogique et dans le milieu étudiant. Et dans ces circonstances-là, il faut pouvoir montrer notre répondant. Et dans ce contexte-là, on a été amené à mettre en place une collaboration avec la cellule d'urgence médico-psychologique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et donc, on a une fiche action, enfin un protocole. J'aime pas trop utiliser ces termes-là, mais on a un document de travail et quelque chose de très formalisé pour le CAMU et pour le SSU avec cette interface. Et ça a été précieux, ça a été utilisé. C'est pas du quotidien, mais une ou deux fois dans l'année, il nous arrive de devoir nous en servir. Il y a une collaboration qui est très qui est très bien faite pour ça, parce que la CUMP va plutôt être chargée de faire la réponse immédiate quand ça expose un grand nombre de personnes, et puis le CAMU va plutôt être ensuite dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent en poste. Voilà. Alors avant la crise sanitaire, avant la Covid, on avait déjà eu une première crise psychique collective assez importante, hein. On n'aime plus tellement en parler, mais il y avait quand même eu les attentats de Strasbourg en décembre 2018, et à cette occasion-là, la collaboration avec la CUMP, on était quand même très contents d'avoir mis en place cette collaboration. Et ensuite, on avait été partenaire de la CUMP quand la CUMP a été renforcée avec les dispositifs post-attentat. Pour les étudiants, il y avait eu un renfort de moyens temporaires pour participer aux besoins psychiques qu'avaient les étudiants à ce moment-là. Pour finir, parce que effectivement le temps passe vite, je voudrais aussi mentionner par rapport à ces interfaces professionnelles que ça nécessite quand même une forme de visibilité au sein des instances. Il y a une telle richesse clinique et de besoins et de réseaux, enfin que ça nécessite vraiment d'avoir plusieurs espaces de réflexion et de discuter ensemble et de travailler ensemble au sein des professionnels. On a une forme de visibilité aussi parce que le CAMU a participé aux conseils locaux de santé mentale, donc dans ce travail aussi de connaissances réciproques du milieu professionnel. Et plus récemment, parce que maintenant on est dans des nouvelles organisations avec la mise en place des gouvernances type GHT, projet territorial de santé mentale, etc. Quand il y a des réunions de travail qui impliquent un peu une réflexion sur les besoins de la population étudiante, on a aussi été impliqués. Donc je pense que c'est intéressant parce que on ne sait pas toujours sous quelle forme ça va bouger, mais à un moment donné, ça finit par permettre des mobilisations et quelque chose d'assez souple. Voilà, si ça peut permettre de suivre un petit peu, on voit bien ce que ça donne en ce moment avec le contexte de la crise sanitaire. Il y a quand même une forte mobilité du côté des moyens qui sont discutés pour les étudiants, et donc le fait d'avoir une trame qui est quand même déjà assez structurée, qui est perfectible, ça permet des points de départ qui sont des pistes d'évolution possibles. Je crois que c'est important. Voilà, on peut encore en discuter si vous voulez. Merci Myriam. Je vois qu'il y a une question assez précise et à propos de, j'imagine, 4Car, parce que c'est une réaction de Mme Gauthier sur les consultations psychologues diététiciennes. Donc j'imagine que c'était à propos du projet 4Car. Oui. Est-ce que ces consultations sont-elles financées par la sécurité sociale ou est-ce que c'est à l'acte? Une question concrète comme ça. Oui, Comment oui. sont financés Alors c'est un budget. 4Car depuis 2014 a connu différentes variantes budgétaires. Pendant 3 ans, on a bénéficié d'une subvention de la Fondation de France. Pour moitié Fondation de France et pour moitié Fondation Santé des étudiants de France. Ça a été budgétisé comme ça pendant 3 ans.
J'ai pas révisé cette question. Peu importe. On a des budgets malheureusement. On a eu un budget FIR aussi de l'ARS. C'est très bien, mais c'est à chaque fois du coup par coup. Et donc d'année en année, on dit pour l'année suivante, ça va être un financement comme ça. Donc, mais c'est financé. Il y a une enveloppe financière dédiée pour ça, ce qui permet que les étudiants qui bénéficient de 4 quarts sont sans avance de frais. Mais ça rentre dans le budget du CAMU, en tout cas. Ça rentre dans le budget du CAMU. Des interventions ponctuelles, prestations. Non, ça reste vraiment, c'est complètement rentré dans le budget du CAMU, tout à fait. Bien. Est-ce que les uns et les autres, vous aviez l'une ou l'autre question? Pour ma part, je vois que l'heure tourne et qu'on s'approche de la fin de notre journée plutôt très riche. Je ne sais pas si l'un ou l'autre vous avez encore une question sur ces aspects de réseau. Sinon, il me reste à vous remercier tous, surtout tous ceux qui ont bien participé à cette journée qui était effectivement passionnante et qui va nous laisser à penser du grain à moudre, comme on dit. Moi, je retiendrai notamment ces questions, finalement. Il y a un mot qui n'a pas trop été utilisé, qui est le mot ressources, finalement. Coopération, on vient d'en parler un peu plus. Mais comment, effectivement, promouvoir, coordonner, soutenir les différentes ressources et notamment les ressources des pairs, PIRS, donc je trouve que ça c'est quand même quelque chose d'important pour une action justement plus efficiente, parce on pourrait aussi avoir cette attente-là, de mobiliser le mieux possible les moyens qui sont effectivement encore tout à fait insuffisants, mais néanmoins il y a aussi des marges de progression dans notre manière de travailler. Et l'autre point qui me paraît essentiel, c'est qu'on est dans un moment peut-être fécond, en tout cas c'est la manière positive de voir les choses, dans la reconnaissance de la souffrance psychique quand même, avec lequel on a un peu de mal, ou la diminution de la méconnaissance, en tout cas, de cette souffrance psychique, et qui mérite d'être mieux reconnue, mieux pris en compte, y compris plus précocement surtout. Donc c'est toute l'action, tout le champ de la prévention qui a sous-tendu aussi, je pense, tous les propos de cette journée, une prévention primaire qui est quand même très compliquée, mais qui est possible, secondaire bien souvent, voire tertiaire pour certains troubles déjà bien installés. Et voilà, comment agir plus précocement à ce niveau-là. Voilà, merci à tous, et puis à une prochaine fois. Je ne peux pas vous donner de date prochaine ni de thématique. Merci à vous, bonne soirée, et puis à bientôt. Merci pour ton organisation.